Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Europe, une émission enregistrée une nouvelle fois au Parlement européen. Ce mois-ci, nous sommes à Bruxelles. Notre invité est un habitué des couloirs ici. Il s'agit d'Alain Lamassoure, eurodéputé francilien, membre du PPE, le Parti populaire européen. Ensemble, nous évoquerons l'actualité brûlante du vieux continent, l'Espagne, l'Italie, la Slovénie, le Brexit. Les sujets ne manquent pas et sont inquiétants pour les Européens convaincus tout juste un an des élections européennes en mai 2019. Comme durant chaque émission, nous vous présenterons aussi le parcours d'un personnage politique emblématique du vieux continent. Aujourd'hui, il s'agit d'une femme. Elle débute son 4e mandat à la tête de l'Allemagne, Angela Merkel. En fin d'émission, comparaison européenne aussi, le début du bac en France, c'est dans 10 jours. Quels sont les équivalents chez nos voisins? Réponse en fin d'émission. Alain Lamassoure, bonsoir. Bonsoir. Quelques mots sur votre parcours pour débuter, apprendre à vous connaître. Vous avez été élu eurodéputé 5 fois en tout. La première fois, c'était en 1989, il y a presque 30 ans. Vous êtes un fin connaisseur du vieux continent. En France, vous avez été aussi ministre d'Édouard Balladur et Alain Juppé au milieu des années 90. Ensuite, en parallèle de votre mandat européen, vous avez occupé des fonctions locales dans le sud-ouest de la France, membre de l'UMP et de LR entre 2003 et 2017. Vous avez quitté le parti en octobre dernier sur fond de désaccord avec la ligne adoptée face aux élus Macron compatibles, comme on les appelle. Vous aviez déclaré aussi récemment que vous ne seriez pas candidat aux prochaines élections européennes en mai 2019. Est-ce que vous serez néanmoins un observateur attentif et privilégié de ces élections ? Est-ce que vous souhaitez la victoire du camp présidentiel aujourd'hui aux élections européennes en France, ou alors vous allez tout de même soutenir discrètement votre parti, les Républicains ? Enfin, votre ancien parti. Ça n'est plus mon parti, et je soutiendrai la politique européenne du président Macron. Je dois dire que tous les Européens de tous les pays d'Europe, tous ceux qui sont en faveur de l'Europe, souhaitent la réussite du président Macron pour réformer la France. C'est d'ailleurs l'intérêt aussi du parti Les Républicains, et pour relancer l'Europe. Et nous attendons aujourd'hui, ici au Parlement européen, avec beaucoup d'intérêt, le prochain Conseil européen au cours duquel, normalement, Emmanuel Macron et Angela Merkel devrait faire une série de propositions pour relancer l'Europe. Alors vous êtes plutôt bienveillant envers le président de la République actuellement. Vous avez été en revanche très critique sur son idée de liste transnationale. Pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas une idée valable finalement quand on veut créer un sentiment européen aujourd'hui ? Non, c'est un contresens absolu. C'est un contresens absolu. On trouve à juste titre que l'Europe est loin des citoyens. Et le meilleur moyen de rapprocher l'Europe des citoyens, la France, par sa population, a droit à 79 députés européens. Le meilleur moyen serait de diviser la France en 79 circonscriptions européennes, chacune élisant un ou une députée européen. Et comme ça, le député des Yvelines, par exemple ? Chaque Français, je serai député des Yvelines ou des Pyrénées-Atlantiques, vous serez candidat, ou dans les Pyrénées-Atlantiques. Et comme ça, de la même manière que chacun de nous connaît son ou sa députée nationale, chacun connaîtrait son ou sa députée européenne. Ça, c'est pour l'avenir. Un mot d'histoire à présent. Chaque mois, TV78 vous fait découvrir celles et ceux qui participent à la construction européenne. Ce mois-ci, Angela Merkel, la chancelière allemande, est en poste en Allemagne depuis 2005. Nommée 11 fois femme la plus puissante du monde par un magazine américain, Angela Merkel n'a de cesse de défendre l'Union européenne. Son parcours avec Philippe Le Guen, directeur de l'association Jean Monnet de Bazoches-sur-Guyonne dans les Yvelines. Alors, Angela Merkel, elle a eu un parcours assez atypique parce qu'elle a d'abord été une scientifique. Bon, elle est fille de pasteur. Elle a été élevée dans la partie de ce qui était l'Allemagne de l'Est, donc la République démocratique allemande, et elle avait opté pour une carrière plutôt de scientifique, chercheur, biologie, etc. Et parallèlement à ça, peut-être parce qu'elle avait
de son père, le goût pour les choses sociales et autres. Elle est toujours restée très informée sur ce qui se passait dans la politique. Et après la chute du mur de Berlin, eh bien, elle a orienté sa carrière plutôt vers la politique. Et très jeune, elle a été donc remarquée par le parti, la CDU, le parti chrétien démocrate allemand, donc la droite allemande. Et elle a gravi comme ça petit à petit les échelons. Elle s'est trouvée ministre assez jeune, ministre de l'Environnement et de l'Écologie. Donc vous voyez qu'elle avait aussi un sens prononcé, un goût prononcé pour ces choses-là, ce qui explique peut-être aujourd'hui aussi certaines décisions d'abandon du nucléaire, etc. Et puis elle s'est fait remarquer dans le congrès annuel du parti et petit à petit elle a gravi les échelons jusqu'à devenir ensuite, alors que le chancelier Kohl, l'ancien chancelier Kohl, petit à petit est sorti du jeu politique, eh bien, elle a pris sa place finalement. Elle est devenue assez jeune la chef du plus grand parti allemand. Et donc tout naturellement ensuite, elle est devenue très jeune aussi chancelière. Alors je crois qu'au début, en tout cas de sa carrière, elle n'était pas vraiment spécialiste de ces questions européennes. Elle n'a pas vraiment, je pense, suivi le même parcours historique que du côté de l'Allemagne de l'Ouest. Mais petit à petit, comme elle est très pragmatique, et puis c'est aussi une caractéristique allemande, elle est devenue très européenne. Et elle est devenue même aujourd'hui une des personnes les plus puissantes et plus respectées en Europe et dans le monde en tant qu'européenne. Mais je crois que ça s'est fait de manière progressive au fil de ses mandats de chancelière, avec aussi toutes les décisions qu'elle a été amenée à prendre. Alain Lamassoure, vous êtes, vous, eurodéputé sans discontinu depuis 1999. Vous avez donc vu Angela Merkel grandir politiquement, s'imposer dans les années 2000, devenir la leader qu'elle est aujourd'hui, qu'on connaît bien. Leader quelque peu en difficulté depuis plusieurs mois, depuis sa réélection. Quel regard vous portez, vous, sur cette femme politique? Elle est admirée par certains, elle est critiquée par d'autres. Quel regard vous portez, vous, dessus? Je crois que ça a été un grand homme d'État, si je puis dire, une grande femme d'État allemande. Elle a eu la sagesse de poursuivre la politique économique et les réformes engagées par ses prédécesseurs socialistes, qui ont conduit l'Allemagne à des résultats économiques prodigieux, puisqu'il faut savoir que depuis 3 ans, les excédents commerciaux allemands sont supérieurs aux excédents chinois. Et elle a, à mes yeux, eu un très grand mérite, contrairement aux reproches qui lui sont faits ici et là, aussi bien en France qu'en Allemagne, en accueillant 1 million de réfugiés syriens qui fuyaient leur pays en guerre. Et ce faisant, elle a sauvé l'honneur de l'Europe et de notre famille politique de centre-droit européen en traitant ce problème des réfugiés d'abord comme un problème humanitaire. C'était des hommes, des femmes, des enfants dont il fallait sauver la vie et qu'on ne pouvait pas décemment, en vertu de nos valeurs, laisser croupir à nos frontières dans la boue, dans le froid, sous la pluie, en considérant qu'ils étaient indésirables chez nous. Est-ce qu'elle manque pas un peu d'ambition quand même sur d'autres sujets, sur la politique européenne en général, sur les réfugiés? Beaucoup lui ont reconnu ce point-là, celui que vous souleviez, mais sur les politiques européennes, beaucoup disent qu'elle est frileuse depuis toutes ces années. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, on ne peut pas dire ça. Ce qui est vrai, c'est 2 choses. D'abord, elle est vraiment affaiblie aujourd'hui, alors qu'il y a 1 an, avant les élections allemandes, on espérait, elle l'espérait, elle le disait, que son 4e et dernier mandat de chancelière d'Allemagne serait, après avoir assuré le redressement de l'Allemagne, consacré à une avancée européenne forte. Sauf que les élections ont été une victoire à la Pyrrhus. Oui, Et elle se retrouve aujourd'hui à la tête d'une coalition qui est à nouveau ce qu'on appelle une grande coalition, la CDU de centre-droit et les sociodémocrates de centre-gauche. Mais les 2 partis sont affaiblis. Elle-même, tout le monde sait que c'est la fin de sa carrière politique. C'est l'occasion peut-être justement de lancer des projets qu'elle n'aurait peut-être pas osé faire avant, sachant que... mais du coup, oui, c'est ce qu'on espérait. Mais du coup, dans son propre parti,
les ambitions personnelles pour préparer sa succession commencent à apparaître, et son allié SPD, les socialistes, qui sont en grande coalition avec la CDU pour la troisième fois, qui ont constaté les deux premières fois que électoralement, le fait d'être le partenaire junior d'une coalition plus grande leur nuisait, leurs électeurs se détachent d'eux, sont entrés dans cette troisième grande coalition à reculons, et avec l'intention de ne pas y faire grand-chose. Ce qui fait que le président Macron, qui veut faire beaucoup de choses pour l'Europe, va devoir faire preuve de beaucoup d'éloquence pour convaincre les Allemands d'aller plus loin. Elle semble quand même un petit peu bouger sur le sujet. Elle a répondu à une interview récemment d'un journal allemand où elle a dit oui pour un budget de la zone euro, même si celui-ci est trop petit pour certains, trop faible. Oui aussi à la création d'un fonds monétaire européen. Oui pour la création d'une force commune d'intervention en matière de sécurité. Est-ce que c'est une bonne nouvelle aussi pour l'Europe, ça, ou alors c'est trop peu, encore trop peu, et ça ne répond pas assez aux besoins de l'Union européenne aujourd'hui? C'est trop peu, mais là je dirais c'est au président Macron de jouer, et je ne suis pas en accord avec sa priorité actuelle. Et vous voyez Lui, sa priorité, c'est la zone euro, renforcer la zone euro. Oui, je crois que ça c'était un objectif d'hier. La zone euro, elle est forte. Elle existe depuis 20 ans. Dans la période 2010, 2011, 2012, elle a survécu à 3 années pendant lesquelles tous les jours, tous les marchés financiers ont spéculé sur son éclatement. Ouais, sur la Grèce, sur l'Espagne, sur l'Italie, sur la France, un temps aussi. À tout. Naturellement, ce n'est pas une zone parfaite, il y a des ajustements à faire, mais ça relève des ministres des Finances. C'est plus au grand chef d'État de s'en occuper. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, l'urgence d'aujourd'hui, et ça, tous nos concitoyens le comprennent, c'est la sécurité de l'Europe, la sécurité intérieure face au terrorisme, face au grand banditisme, face aux pressions migratoires, la sécurité extérieure face aux extravagances du président Poutine, au désintérêt que marque le président Trump pour la sécurité de l'Europe, et puis à toutes les crises qui sont près de nous, les guerres civiles du Moyen-Orient, et puis à plus long terme, l'émergence de l'Afrique, qui est à la fois pour nous une formidable opportunité, et si on le gère mal, une formidable menace. Sur tous ces sujets, une large majorité de nos compatriotes, dans tous les sondages, y compris une majorité des électeurs du Front National ou de la France Insoumise, reconnaissent que si on n'agit pas au niveau européen, on sera impuissant. Et donc moi, à la place du président Macron, au lieu d'ennuyer les Allemands avec le peaufinage de la zone euro, je proposerai aux Allemands et à tous nos partenaires de bâtir maintenant l'Europe de la sécurité. Il faut dire aux Européens qu'on les protège, c'est ça l'objectif, selon vos propos? Oui, le premier besoin dans une communauté politique, c'est la sécurité. Or, cette sécurité, elle n'est plus assurée aujourd'hui. Vis-à-vis des grandes menaces extérieures, nous avons vécu dans l'idée que de toute façon les Américains seraient là, sauf que la guerre froide est finie depuis 20 ans. Nos intérêts de sécurité ne sont plus les mêmes que ceux des Américains. Je prends un exemple, l'Iran. Le président Trump peut se permettre de déchirer les accords signés avec l'Iran. Il s'en fiche, aucun missile iranien ne peut frapper les États-Unis. Les Iraniens ont d'ores et déjà des missiles qui peuvent frapper l'Europe. Et si ces missiles ont une tête nucléaire, pour nous, c'est un problème tragique. Si les Américains ne veulent pas s'en occuper, et on le comprend d'une certaine manière, c'est à nous, Européens, de nous en occuper. La France toute seule ne peut pas, elle n'a pas de raison de le faire. L'Allemagne toute seule ne peut pas. Bien entendu, les autres pays tout seuls ne peuvent pas non plus. Nous devons le faire tous ensemble. Et face aux problèmes migratoires qui créent des divisions politiques et un malaise dans tous nos pays, il est évident que c'est ensemble, en renforçant nos frontières extérieures communes, mais aussi en ayant dans nos 27 pays désormais les mêmes règles sur les conditions d'entrée, de circulation, de séjour, de travail des étrangers venus de hors d'Europe, que nous pourrons maîtriser le problème. Alors juste pour évoquer un sujet qui vous est cher actuellement, c'est la fiscalité. Angela Merkel n'a rien dit dessus dans sa précédente interview. Vous travaillez sur un projet d'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés. Ça peut paraître un peu barbare comme ça de prime abord. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit et en quoi c'est important, par exemple, pour l'Union européenne de demain ?
Alors ça, tous les auditeurs vont comprendre de quoi il s'agit. Nous sommes en période de déclaration des revenus imposables. J'ai, il y a quelques jours, rempli ma déclaration papier. Maintenant, on est dans la période de déclaration par Internet. Nous payons tous nos impôts, individuels ou entreprises PME. Et nous avons appris, à la faveur malheureusement de scandales comme LuxLeaks, que quelques-unes, plusieurs dizaines, des plus grandes multinationales mondiales, les américaines mais aussi les européennes, y compris les françaises, se débrouillaient en jouant des différences de nos systèmes fiscaux à l'intérieur de l'Union européenne pour échapper à 98% ou 99% de l'impôt qu'elles devraient payer sur leurs bénéfices. Le seul moyen d'éviter cette situation absolument intolérable et en même temps d'assurer des conditions de concurrence égales de ce point de vue fondamental entre nos entreprises de tous les pays européens, de tous les secteurs, de toutes les tailles, c'est d'avoir le même impôt sur les sociétés dans tous les pays de l'Union européenne. Et ça, vous pensez que ça va être fait à court terme, puisque je crois que le sujet est en discussion depuis les années 2000. Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui peut être adopté par tous ? J'avais fait partie de ceux qui avaient lancé l'idée et qui en avaient fait accepter le principe d'ailleurs il y a 20 ans. Et ce projet a eu des hauts et des bas. Depuis, il y a eu les scandales. Il a fallu les scandales. Et ça bouge vraiment ? Ah ben ça bouge vraiment, parce que sous la pression des opinions publiques, sous la pression des médias, et là je rends hommage aux journalistes d'investigation qui ont constitué un consortium, qui ont fait ces enquêtes et qui ont sorti LuxLeaks, scandale, offshore leaks, les Paradise Papers, les Panama Papers, etc. Il y a maintenant des pressions d'opinion publique pour qu'on mette fin à cette situation et des pressions des entreprises avec le soutien des syndicats pour que nous ayons le même système dans l'Union européenne. Si le président Macron en fait sa priorité, ça pourra on peut arriver à un accord des 27 pays avant la fin de l'année 2018. Mais un mot sur l'actualité avec la décision de Donald Trump et des États-Unis de taxer l'acier et l'aluminium européen. Une plainte a été déposée par l'Union européenne auprès de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Une réponse est attendue aussi pour imposer des taxes européennes sur les produits américains. On attend une liste détaillée d'ici les prochains jours. Faut-il taper fort sur les États-Unis aujourd'hui après cette décision de Donald Trump? Il faut rendre coup pour coup. Il ne faut pas se lancer dans une escalade. Vous savez, les guerres commerciales aux États-Unis, ça ne date pas de Trump. Nous en avons connu beaucoup. Là, ça n'a pas pris une nouvelle tournure avec le président américain? Ça prend une tournure d'auteur de tweets. L'acier et l'aluminium, c'est des matières c'est très peu pour les premières Européens. Importantes, évidemment pour l'industrie, mais en réalité en termes de valeur, c'est très très peu. Et donc le président Trump va être soumis à une réélection de son Parlement en novembre prochain, déjà, ce qu'on appelle les élections de mi-parcours, les midterm elections. Donc il fait de l'électoralisme en tapant sur les Européens et sur ses voisins immédiats, les Canadiens et le Mexique. C'est une bêtise économique et politique sans nom. Il faut que l'Europe prenne un peu de hauteur, ne réponde pas forcément... Si, il faut que... Non, au contraire. Trump est un homme qui ne comprend que les rapports de force. Donc si on lui dit oui ou si on ne réagit pas, à ce moment-là, il en rajoutera une couche la fois d'après. Par contre, il ne faut pas encourager l'escalade. Parce que là, on pourrait arriver à une véritable guerre commerciale, et alors là, c'est du perdant-perdant pour tout le monde. Ça serait absolument ridicule. Bon, il nous tape, il faut répondre de la même manière, c'est ce que d'ailleurs nous avons prévu de faire. Est-ce que l'Union européenne doit faire le deuil de sa relation transatlantique particulière avec les États-Unis, selon vous, ou en tout cas sous la présidence Trump pour les prochaines années? Est-ce qu'on doit se dire, ça y est, c'est un... Non, il faut jouer à long terme. Nous avons commis une erreur en ne poussant pas les feux sur un grand projet de traité transatlantique qui était représenté par les initiales TTIP il y a quelques années, du temps du président Obama. Et à l'époque, une partie des partis politiques français, notamment l'extrême droite et les partis de gauche,
On fait campagne sur le thème « Ah non, du coup, les méchants capitalistes américains vont nous imposer leurs normes, on va être obligé de… » La société civile aussi semblait assez arc-boutée sur ce sujet. Il y avait la pas société civile, un certain nombre d'ONG se prétendant représentants de la société civile et jouant de la désinformation sur ces sujets. Or, l'enjeu était considérable, c'était se mettre d'accord avec les Américains sur un certain nombre de normes communes, de normes politiques, droits de l'homme, démocratie, de normes économiques et techniques, mais aussi de normes sociales et environnementales qui soient les nôtres et qui ne soient pas systématiquement les normes américaines. Et si nous avions été capables de faire cela, si nous sommes capables un jour de faire cela, alors les normes occidentales deviendront tout naturellement les normes du reste du monde. Tant que nous ne le faisons pas, et si nous tardons trop longtemps à le faire, eh bien nous constaterons dans quelques années, ça sera des normes chinoises, ça sera des normes russes, et ça sera au fond la loi de la jungle à laquelle on reviendra, parce que pour ces pays, il n'y a pas de normes internationales qui comptent. La seule chose qu'ils connaissent, c'est les rapports de force. Et malheureusement, le président Trump, là-dessus, a fait un retour en arrière considérable, alors que les États-Unis, jusqu'à lui, étaient le symbole dans le monde du multilatéralisme et des relations pacifiques entre États reposant sur des règles de droit et des contrats. Il revient à son tour au rapport de force. On passe à présent à notre rubrique et chez nos voisins, ça se passe comment? À quelques jours de la première épreuve du baccalauréat, ça sera la philosophie le lundi 18 juin prochain. Intéressons-nous à cet examen. Le bac à la française semble unique en Europe. Mais l'est-il vraiment? Quelles sont ses équivalences en Europe? On fait le point avec Olivier Janouex, responsable du Centre Europe Direct à Saint-Germain-en-Laye. Tous les pays de l'Union européenne ont un diplôme qui permet de sanctionner la fin des études dans le domaine du secondaire. Alors après, la forme que ça prend va dépendre du pays. Certains États ont décidé de ne pas avoir de bac. C'est notamment le cas de la Suède où en fait c'est un contrôle continu qui prend les notes de la dernière année au lycée. La plupart des États ont mis en place un système mixte où en fait on mélange une partie de contrôle continu et une partie d'épreuve finale. Donc on a notamment le cas de l'Allemagne avec le Abitur qui est l'équivalent allemand du bac où en fait le contrôle continu compte pour 2/3 des notes du bac. Et on a enfin certains États qui, comme la France et l'Irlande avec le Leaving Certificate, ont décidé de maintenir en place un système qui est principalement basé sur des épreuves finales. Le bac d'un État peut être reconnu dans un autre État membre de l'Union européenne. Tout dépend après de ce qui est prévu par la législation nationale. Pour simplifier, il existe, on va dire qu'il existe deux grandes formalités. La première formalité, il s'agit d'un dossier d'inscription où en fait, concrètement, on va demander notamment à faire traduire le bac d'un État, à le faire traduire par un traducteur assermenté. C'est notamment le cas lorsqu'un étudiant français souhaite s'inscrire en Allemagne. Dans d'autres pays, notamment si on a envie d'aller étudier au Royaume-Uni, il faut faire une équivalence, c'est-à-dire qu'il faut, grosso modo transformer son bac, son bac en équivalent du bac local afin de pouvoir candidater dans l'enseignement supérieur. Les autorités européennes travaillent à une meilleure reconnaissance des diplômes nationaux, notamment dans le cadre de la réforme LMD, licence master doctorat. Sachant qu'après, certains États ont décidé de prendre le problème, de se saisir eux-mêmes du problème et de mettre en place, on va dire, des sortes de bacs bilatéraux où en fait, on peut passer un bac dans un État et ce bac va être valable dans certains pays. Par exemple, en France, on a le cas de l'Abibac qui permet d'avoir en même temps le Abitur allemand et le bac français, ainsi que le Bachibac qui permet d'avoir donc en même temps le bac français et le bac espagnol. Alain Lamassoure, le bac, ça vous évoque quoi pour vous? Alors là, on change complètement de sujet, c'est très ancien, excusez-moi, pour vous forcément. Qu'est-ce que ça vous évoque comme souvenir peut-être La période où il y avait un bac différent tous les ans. Et moi, j'ai passé un bac qui n'a eu lieu sous cette forme qu'une seule fois dans l'histoire, dans lequel on commençait, le bac était en deux parties, première partie à la fin de la première, deuxième partie à la fin de terminale. Bon, ça a eu lieu plusieurs années, mais la première partie commençait par des épreuves en février qui n'étaient valables que si on avait, dans les matières où on avait la moyenne.
Donc on arrivait en bien février. différent. Voilà, on arrivait en février assez décontracté puisque on ne pouvait pas perdre. Du coup, on se comportait bien, on avait la moyenne partout, et du coup, c'était plus facile pour tout le monde. Alors le bac en France permet évidemment d'accéder aux études supérieures. L'actualité, c'est aussi Parcoursup. Quel regard vous portez, vous, sur cette plateforme? Système juste et efficace pour vous, ou sélection malheureuse comme certains le dénoncent? Certes, système évidemment plus juste ou moins injuste, plus efficace ou moins inefficace que le système précédent, que personne ne pouvait justifier, qui était absolument honteux. Bon, je reste persuadé qu'il faut arriver à avoir le courage de faire une sélection. C'est la dernière. Mais bien entendu, il faut éviter que des jeunes perdent leur temps et leur argent en se lançant dans des études auxquelles ils ont accès parce qu'il n'y a pas de sélection, mais dont ils se rendent compte au bout d'un an, 2 ou 3, qu'en réalité ils ne sont pas faits pour ça. C'est un formidable gâchis. Merci Alain Lamassoure d'avoir participé à ce 7-8 Europe. Je rappelle que vous êtes eurodéputé francilien, membre du PPE, la droite européenne. Vous êtes même le vice-président de la délégation française du PPE. Merci également aux équipes techniques du Parlement européen à Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et la commenter sur nos réseaux sociaux TV78. La semaine prochaine, vous retrouvez le 7-8 politique.